grande série, ben on le saura quand on sera arrivé au troisième. Le retour d'une grande série, en tout cas c'est un duo qui est éprouvé, hein, on a nos habitudes et on sait comment on travaille l'un et l'autre respectivement, donc il y a quelque chose de... Il y a déjà une promesse qui est évidente, c'est que vous avez affaire à une série de gens qui savent raconter des grandes histoires, un peu ambitieuses parce que c'est toujours un peu ce qu'on fait avec Fabien. Après, l'avenir nous le dira si ça devient une grande série. En tout cas, c'est déjà un beau premier tome et moi j'en étais très très content et visiblement le public est satisfait aussi. Et en attente du tome 2 qui sort dans 15 jours. Mais c'est comme pour Il était une fois en France pour le coup. C'est basé sur des faits réels, sur un cadre historique réel, comme toujours avec Fabien. Je pense que Fabien a du mal aussi à créer des univers totalement imaginés et en général se sert des références qu'il peut avoir, qui sont nombreuses et riches. Et c'est aussi ce qui m'intéresse dans son travail, c'est aussi ce qui m'a toujours intéressé dans son travail, c'est cette référence au réel. Moi j'ai un gros besoin de crédibilité dans mon récit, dans la manière de raconter. Le fait d'avoir un fond documenté, réaliste, historique, me permet d'accentuer cet aspect de vérité, de crédibilité dans ma mise en scène et dans mon dessin. En fait. Et ça c'est vraiment ce qui m'intéresse. Je ne suis pas un dessinateur fantaisiste. J'ai beau faire un peu de caricature, je ne crois pas être un dessinateur fantaisiste. J'ai ce besoin de réel en fait, à la base. Eh bien, mais c'est tout ça. Et c'est justement la question qui s'est posée au début. Au tout début de ce projet, moi j'avais envie de choses différentes d'Il était une fois en France, avec une focale plus large, avec un environnement plus grand. Et on est vite tombé sur l'idée d'une histoire de mercenaires en Afrique. Fabien s'est documenté sur le Katanga, il m'a fait cette proposition sur le Katanga, et sur le Katanga, il y avait deux potentialités, deux possibilités en tout cas de pistes. C'est-à-dire, soit on fait une véritable aventure à 100%, un film d'action, de mercenaires, en faisant un peu référence à des nanars peu recommandables des années 60 et 70, et on se restreignait à ça, soit on envisageait le récit sous une trame plus politique, plus historique et plus politique. Et on partait sur 2 tomes au départ. Bon, et puis on s'est vite aperçu qu'en fait l'intérêt c'était aussi de mixer les deux. C'est de réussir à trouver l'équilibre entre ce grand récit d'aventure et des personnages hauts en couleur, une quête au diamant, cette course au diamant, et un fond historique plus un récit d'espionnage, plus un polar, comme tu le dis, et d'avoir cet équilibre était difficilement trouvable sur 2 tomes, difficilement réalisable sur 2 tomes, et par contre sur 3 c'était possible. En fait. Et c'est pour ça qu'on est vite reparti sur 3 tomes, avec la possibilité de mixer ces deux trames, en fait. Avec Orsini pour la trame politique, et avec Cantor et ses mercenaires pour la trame d'action et d'aventure. C'est surtout lié... c'est pas une difficulté, parce que je pense que je suis revenu à des facilités de dessin. Un naturel d'excessivité, de caricature et de bonhomie exagérée. Mais c'était surtout lié au ton, en fait, assez différent d'Il était une fois en France. C'est un ton beaucoup plus iconoclaste, beaucoup plus expressionniste, plus fort, plus violent, avec des personnages encore plus entiers, moins ambigus, plus francs, plus directs, pour certains en tout cas. Et puis avec des gueules d'affreux, c'est quand même des affreux. À la base, on les appelait les affreux. Donc c'est des personnages qui ont besoin d'avoir des particularités physiques très fortes. Non seulement parce que je sais que c'est aussi ce qui facilite aussi la lecture, hein, d'identifier rapidement les personnages. En bande dessinée, on a peu de temps, peu de place, on doit aller vite. Donc l'identification d'une galerie de portraits doit se faire très vite. Et ça le permet. Mais en plus parce que je trouve que ça surajoute à l'aspect iconoclaste du récit, quoi. D'où cette excessivité parfois dans le trait, ce décalage, cette caricature plus forte encore que sur Il était une fois en France. Il y a une évidence de trait qui s'est imposée pour tous les personnages. Pour moi, il n'y a pas un personnage en dessous plus réaliste qu'un autre. Et cette excessivité, elle est dans les gros pifs et les grosses moustaches des Belges, comme dans des lèvres un peu plus prononcées, pour ce qui est effectivement parfois très prononcées, pour générer aussi des visages plus forts, plus expressifs, et c'est vraiment ma démarche. Je pense que la caricature a ce sens-là. Il y a 2 manières d'appréhender la caricature en fait. Je vais peut-être être un peu long sur ce truc-là, mais il y a la caricature qui est satirique, qui doit dénoncer, qui peut dénoncer et qui peut être excessive. Et dans ce cas-là, effectivement, on se rapproche plus du dessin de presse. Et dans ce cas-là, j'aurais eu un dessin encore plus excessif. Un réglage pour moi encore plus excessif, si ça avait été ma démarche. Et puis il y a une caricature qui est faite de nécessité de donner corps et expressivité au personnage.
dans un respect pour tous les personnages que je dessine. Et j'ai toujours fait ça. Quand j'ai dessiné les Tontons Flingueurs, cette affiche des Tontons Flingueurs, c'est de la caricature, mais c'est aussi un grand respect pour le film et un grand respect pour chacun de ces personnages. Quand j'aborde un Africain, quand j'aborde un Belge, je les aime tous, et je les aime tous dans leur excessivité physique aussi. Et pour moi, c'est un naturel de dessin. Après, ça peut être appréhendé, ça peut être gêné, ça peut déranger certains. Ça peut déranger quand on veut défendre, je sais pas, une certaine théorie de politiquement correct. Ouais, parce que évidemment, quand on veut dessiner une jolie femme, en général, on la caricature pas, quoi. C'est très compliqué, très difficile. Et puis c'est aussi qu'on risque de partir dans quelque chose de. Alors il y a des femmes, plus peut-être plus vraies ou plus quotidiennes ou plus naturelles. La femme du colon belge, là qu'on peut voir sur ces planches, où on est dans une caricature un peu plus forte. En ce qui concerne Alicia, il fallait une certaine attractivité, une certaine beauté, donc effectivement j'ai calmé un petit peu le jeu, quoi. Et c'est vrai que c'est tout ça dans le but vraiment de caractériser, de personnaliser les personnages, quoi. Et puis c'est une vision, enfin je reviens à l'idée des personnages de Black, et c'est vrai que c'est aussi une vision de l'époque, quoi. Et je traite Katanga un petit peu comme on pouvait voir les choses à l'époque. On était dans les années 60 et le rapport entre les Noirs et les Blancs était différent de maintenant, quoi. Et cette évidence-là m'a sauté aux yeux quand j'ai commencé cette série. J'avais envie d'une vision telle que c'était dans les années 60 pour rendre ça aussi un peu plus crédible et véritable. Ouais, c'est assez long, mais ça donne la couleur et du pays et de la période et de la manière dont ce pays a été constitué. Et en plus, ça justifie parfaitement la présence des mercenaires de toute génération et de toute époque. Voilà, c'est l'histoire du premier mercenaire du Katanga, qui ne venait pas d'ailleurs, qui ne venait pas d'Europe, mais qui était bien un Congolais de souche, on peut dire. Katanga, contrairement à Il était une fois en France, qui cherchait une crédibilité de toutes les scènes à la façon d'un film et un mode narratif unique quasiment sur l'ensemble du récit et des 6 tomes. Là, sur Katanga, on a décidé de varier les modes narratifs. La manière, on a des flashbacks, on a un grand pan de l'histoire qui est effectivement raconté par des échanges de courriers et de notes. Et ça permet de gagner du temps, là aussi, d'aller très très vite sur certaines parties du récit qui ne méritent pas d'être racontées en planche. Et puis ça génère aussi une approche plus littéraire aussi de l'album, de l'écriture. Ça permet de donner un ton et d'équilibrer l'album entre les textes et les images, en fait. Il y a beaucoup de bandes dessinées qui se passent de tous ces aspects-là, de tous ces modes-là, et qui sont des bandes dessinées uniquement narratives par l'image. L'intérêt, c'est effectivement de faire exister les textes et les échanges de courrier. Et parfois, effectivement, ça crée une double lecture de la situation, et c'est en ça que c'est vraiment intéressant, quoi. Les prémices étaient déjà dans Il était une fois en France, de cette exposition en scope et de ce réglage-là. Ça m'a paru être une évidence quand on pousse les murs à ce point-là par rapport à justement Il était une fois en France, où on a choisi ce récit-là aussi pour que moi, visuellement, je puisse avoir plus de place, plus d'espace. Je crois toujours plus à une case horizontale qu'à une case verticale. Pourquoi ? Parce que déjà c'est plus cinématographique et que nos habitudes et que nos références sont souvent cinématographiques en termes d'image. Aussi parce que le naturel de l'humain au quotidien est plus de tourner la tête à gauche et la tête à droite que de la lever et de la baisser. Et je pense que naturellement la contemplation se fait et le sens de lecture se fait plus de gauche à droite que de bas en haut. Donc tout est lié pour moi dans le mode narratif qui fait que ça me pousse à aller vers quelque chose de plus horizontal que de vertical. C'est tout. Et puis ça permet plus de choses, ça permet d'avoir une lecture en plusieurs niveaux sur un même scope. C'est des potentialités que permet le scope en fait et l'horizontalité.